Donc, le réplica, c'est le nombre de pods qui s'exécutent pour ce déploiement. C'est ça la différence par rapport à l'application. Bon, il y a d'autres paramètres que j'ai dit, mais ne sont pas importants ici. Donc, le réplica. Après, euh, le, le, le réplica 7. Donc, le pod, le réplica 7 et le déploiement. Donc, euh, si je vais faire un déploiement, il va me donner trois réplicas comme c'est déjà défini. Donc, cette application, elle a trois pods et chaque pod, elle a un container. Donc, si je vais supprimer un pod dans un réplica, il va être recréé de nouveau, puisque dans mon architecture, l'application, elle consiste à trois pods, c'est-à-dire trois serveurs. Si je vais supprimer un pod, il va être recréé. Donc, la même commande comme pod, je peux créer mon déploiement ou mon application avec apply-f. Donc, une fois j'ai déployé mon application avec trois pods, bon, ici, par exemple, j'ai un déploiement avec un 2 3 4 5 6 7 8 9 7 pods, 9 pods. Supposons que je vais deleter mon pod. Si je vais deleter, et je vais faire get, je vais voir toujours 9. Puisque mon réplica, elle disait que j'ai 9 pods. Donc c'est ça. Je ne peux pas deleter un pod dans un réplica 7 ou dans un déploiement. Donc pour faire diminuer le nombre de pods, c'est là que ça vient l'autoscale. Donc ça, c'est un container microservice avec plusieurs pods. Donc, si je vais deleter un pod, il ne va pas être deleté. Donc, donc ça, c'est le réplica 7. C'est-à-dire le déploiement, il est basé à un réplica 7. Après, il y a le stateful set et le daemon set. Le stateful set, à la différence de réplica 7, euh, c'est que si je veux déployer une application, le stockage doit être persistant. Bon, c'est un peu avancé cette configuration. Donc, c'est quoi un stockage insistant et un storage éphéméral? C'est-à-dire le stockage persistant, c'est même si je démarre mon serveur ou là, mon pod, mon stockage va pas être supprimé. Ça, c'est le stockage persistant. Et le stockage éphéméral, si par exemple j'ai un pod qui tourne sur un volume, après si ce pod se termine, ce volume se part avec. Donc ça, c'est le stockage éphéméral. Donc pour faire un stockage stateful, et le mot dit stateful set, c'est-à-dire il est persistant. C'est-à-dire, si je vais mettre un stateful pour une application, tout le stockage doit être persistant, de telle façon, mes pods, malgré que je vais supprimer, ils peuvent accéder de nouveau. Le daemon set, ça c'est le daemon set de le cas de déploiement des applications. euh, Par exemple, monitoring. Supposons que j'ai un cluster avec 3 nœuds. Donc, je déploie mon application. Par défaut, elle va déployer les pods sur les 3 nœuds. Supposons que je vais ajouter 3 autres nœuds à mon cluster, 6 nœuds. Mon application, automatiquement, mon déploiement de mon set va automatiquement autoscaler à 6 nœuds. Voilà. Par exemple, chaque pod, il est sur un nœud. Donc, au total, au début, j'ai 3 pods. À la fin, je vais avoir 6 nœuds. Et ça, c'est automatique. Si je vais déclarer un déploiement de mon set, ça va être automatiquement euh, autoscalé. Par exemple, un pod qui monitore les nœuds. Il me donne les informations. Donc, chaque nœud physique, je dois avoir déploiement d'un pod sur ce nœud.
Après la virtualisation du réseau, donc c'est presque la même chose comme container. On a le virtual NIC. Maintenant, tout à l'heure, on avait le Docker kernel network stack. Maintenant, on a le pod kernel stack. Donc, c'est un pod. Donc, j'ai le host en bas. Donc, si j'ai un host qui va partager la connexion réseau, donc le pod, il va créer un stack réseau. Donc, le container, tous les containers dans un pod, ils vont partager la même virtual stack. C'est-à-dire, les communications entre les containers se passent directement, sans passer par l'extérieur ou même le virtual NIC. Donc, et comme ça, il va donner des configurations dynamiques à ces containers. And les pods, very important, n'ont pas besoin du NAT pour communiquer avec, entre eux. C'est-à-dire la communication, elle est directe. Donc le NAT, pour les gens du network, ils comprennent c'est quoi le NAT. Le NAT, c'est pour Network Address Translation. Quand un serveur ou là une machine veut communiquer avec le monde extérieur ou avec un autre réseau, il utilise le NAT. Alors, dans le pod, donc dans un cluster, il communique à travers son le NAT. Ça, c'est parmi les configurations avancées, puisque comme si on va le schéma initial, l'architecture des containers et des pods sont dans un nœud. Donc la communication entre les containers et les pods, c'est un peu différent par rapport à le monde réel. Donc on peut avoir par exemple un cluster qui a des centaines, peut-être des milliers de pods qui communiquent entre eux. Si on va gérer nous-mêmes la configuration réseau, ça va être un vrai casse-tête. Donc, automatiquement, le cluster, il va gérer la communication entre les nœuds avec le CNI, le Cluster Network Interface, qui est déployé avec Kubernetes. Bon, ça, c'est des configurations avancées. Donc, ici, à peu près, il donne c'est quoi le service. Donc, le service, c'est la connexion au pod. Donc, si on voit ici les pods, tout à l'heure, on parlait de la communication interpod, c'est-à-dire les pods, ils communiquent à travers le VNIC, le pod network stack, ça. Par contre, les clients ou les clients pod, comment ils communiquent avec les serveurs pod? Donc, ils communiquent à travers les services. Après, on va voir c'est quoi les services. Donc, les services, c'est les ports. Donc, c'est l'abstraction du network. Euh, et ça, c'est permis pour l'accès externe et l'accès interne, soit à l'intérieur du cluster ou à l'extérieur du cluster. Il assigne un adresse IP virtuelle pour les pods. Donc, on va voir après dans les labs comment accéder aux services d'un pod à travers le mode externe. Donc, en résumé, voilà une image qui résume tout. Donc, j'ai deux serveurs. Le serveur, j'ai deux nœuds, ou là deux workers dans un cluster. Après, j'ai deux pods. Un pod serveur, par exemple, un pod qui est une base de données, et un pod client, une application web. D'accord? Ça, c'est deux. Par exemple, si c'est une application qui a deux pods, un pod client, un pod serveur. Donc, si on voit ici, ils sont de le réseau 1.1.4, 1.1.0, donc le réseau. Donc, le client 1.1.1.4 et le serveur 1.3. Donc, la communication, on voit une communication directe entre les pods, je dis à l'intérieur. Donc, chaque nœud, il a deux adresses. Il a l'adresse à l'intérieur du réseau
il y a il y a donc le réseau 111 et 112. Donc, et à l'extérieur, le réseau 444. 444. Donc, ça, on l'appelle le external. C'est comme depuis à l'extérieur, je peux accéder à mes pods à travers, donc ça passe à travers le réseau 44.1, après internal IP, après pod IP. Donc, il y a trois types pour accéder à un service. Vous résumez ça, cluster, IP. Ça, c'est si je suis à l'intérieur des pods. Je dis bien à l'intérieur. Donc, comment accéder pour accéder à un pod, je dois entrer dans un pod. Après, depuis ce pod, je peux accéder aux autres pods à travers le cluster IP. Par contre, notre port, c'est depuis le nœud, c'est-à-dire le host. Comment depuis mon host, le client, je peux accéder à mes pods ou à mes services du pod. D'accord. Ici. Ça, c'est ici. Si je suis dans le réseau ici, 441, je suis à l'intérieur du node, comment accéder à ces nœuds? Après, il y a le load balancer. Ça, c'est le load balancer. Il est external, c'est-à-dire accessible supposons que je suis à l'Internet et je veux accéder à l'intérieur du cluster. Donc, ça résume ici. Donc, j'ai un cluster, 3 nœuds, worker 1, worker 2, worker 3. Regardez, j'ai le pod, c'est-à-dire un pod. C'est un déploiement fait 3 pods, c'est-à-dire répliquer 7, 3, pod 1, pod 1, pod 1. Donc, chaque pod, il a un container, un Nginx, un Nginx, un Nginx. Donc, c'est container 1, d'accord? Donc, le pod et le container, le service. Donc, le pod, il expose le service 80. Après, ce service 80, il expose au service 80-90 nœuds. Regardez, le périmètre, c'est le nœud. Et c'est la même chose pour les autres. Donc, le container, le 80, et le port. Le port du nœud. Après, il y a le pod IP. Bon, ça, c'est le pod IP. Il y a le node IP. Le pod IP 72.16.3 et le node IP 192.68. Donc, Donc, ce déploiement, si je veux accéder depuis les pods, je dis bien, je veux accéder depuis les pods. Je vais accéder depuis le port 80, c'est-à-dire si je suis dans le pod 1, je peux communiquer avec le pod 2, accéder directement au port 80. Si je suis dans le host, ici, le worker, le root, comment je peux accéder à mes pods? Donc, c'est à travers le port 80-80 et à travers l'adresse IP d'INE, 192.168.3. Maintenant, et ça, c'est le node IP, le node port. Le premier, c'est le cluster port, le deuxième, c'est le node port. Maintenant, si je suis ici, à l'extérieur, c'est-à-dire le load balancer. Dans ce cas, je vais connecter à travers le load balancer, à travers ce service, à travers ce port 3000. C'est une architecture un peu compliquée, mais c'est comme ça que ça se passe. Comment accéder à une application containerisée dans un cluster Kubernetes depuis, par exemple, l'Internet. Donc, le load balancer, c'est un service que vous déployez à l'extérieur de votre cluster. Donc, il y a des configurations à faire. Après, le load balancer il se connecte.
il va trouver les nœuds, les workers. Après, il va communiquer avec le port 30 000. Donc, il va faire un transfert vers le port 80 et tout. Donc, à la fin, mes utilisateurs vont connecter directement à mon application dans ce pod à travers une des trois options. Cluster IP, Node port ou ou load balancer. Bon, ça c'est le DNS. Donc vous allez voir ça dans le lab, on va voir. Donc ici, il donne plus de détails sur les trois modes. Donc je répète un peu. Donc cluster IP, regardez, si je suis dans un pod, par exemple le pod client, je veux accéder à mes pods serveurs, serveur 1, serveur 2. Donc pour accéder, les ports sont les pods sont exécutés sur le port 80. Le service, il est sur le port 80-80, c'est-à-dire le client, il va envoyer la requête au service 80-80. Ce dernier, il va faire le transfert vers les pods internes. Donc ici, 1.10.1.80, myservice.80. Ça, je dois créer le service. Pour le faire, il faut créer le service. Et ça, c'est accessible seulement dans le cluster. Si je suis dans le cluster, à l'intérieur des pods. Donc, je dois créer les pods après les services. Le client qui satisfait le pod. La deuxième possibilité, c'est le node port. Si je suis ici dans le node, donc je vais accéder à travers l'adresse IP des nœuds, donc 442.3.2, par exemple ici, le port 3000, donc 3000. Donc il va faire un transfert vers le service que j'ai déjà créé au préalable, donc 80-80. Après ce service, il va faire un transfert vers le pod, au port 80. Donc ça, c'est le node port. En général, dans les labs et tout, on va utiliser cette configuration. C'est-à-dire, depuis la machine que tu es en train de déployer ton cluster, tu peux accéder au conteneur à travers notre port. Le premier c'est beaucoup plus euh, dans la phase de développement, etc. Par contre, le load balancer, c'est en phase de production, c'est-à-dire pour donner accès à mes utilisateurs finaux à travers le réseau de l'entreprise ou l'Internet et tout. Donc, je dois déployer un load balancer. Et dans ce load balancer, donc le client il va se connecter. Ce load balancer, il va automatiquement pointer vers le port. Donc, le port. Donc, il va automatiquement vers le port 30 000. Après, le service il va faire un forward. Donc, le load balancer, c'est la même chose que le node port. C'est le même port, 3000. Donc, je vais déclarer ce port pour les clients. Donc, les clients, quand ils tapent le load balancer de l'entreprise, avec ce port, à la fin, elle va se trouver dans le cliché, dans mon pod, il va lui donner la réponse. Et c'est comme ça que les applications microservices sont configurées, déployées dans les grands data centers au cloud. Par exemple, Facebook, YouTube, etc. C'est à base de cette architecture. Donc, pour appliquer un service, si j'ai, bon, je sais pas, est-ce que j'ai un service ici? Malheureusement, je n'ai pas une configuration d'un service, mais comment, c'est la même chose. Donc, je peux créer le service, un déploiement avec service, puisque je peux faire un déploiement, après je déploie un service. Je peux créer les deux en même fichier, déploiement et service. Donc, ce que je peux. Déploiement plus le service d'accès. On va voir de le lab. Après, quand je vais faire get pods, il va me donner les détails des services. Donc, ça, c'est pour le serveur. Si je vais faire le client, regardez ici. Par exemple, si je vais faire il va me donner les réponses
Ça, si j'ai 3 services, donc la réponse, il va me donner le nom de pod sur laquelle il répond à travers le load balancer. Donc, si je vais par exemple deleter le service client et appliquer de nouveau en utilisant le cluster IP, bon, on n'a pas fait, il n'y a pas plus de détails. Malheureusement, je n'ai pas pu copier les détails du service. Donc ça, c'est les commandes que je peux utiliser pour un service, delay, describe et tout. Donc, jusqu'à présent, on a fait la partie in du Kubernetes. Et dans cette partie, on va appliquer un petit lab qui va vous faire comprendre toutes ces fonctionnalités, namespace, déploiement, pod, service, load balancer. Donc, jusqu'à ici, je pense qu'il est suffisant pour faire notre premier lab. Donc, ce lab, je vais faire une autre présentation seulement pour ce lab. Donc, pour ce lab, on va le déployer un cluster mono, c'est-à-dire le control plan et le worker sur un seul nœud. Puisque pour déployer un cluster Kubernetes plusieurs nœuds, c'est un peu compliqué pour vous. Donc, on va utiliser la version Minikube. Minikube il y a deux versions Minikube ou K3S, K3S. Mais bon, pour ce projet, on va utiliser Minikube. Donc, pour cela, il vous faut une VM, une machine virtuelle ou un serveur avec minimum CPU, de CPU, minimum 2 Go et à peu près 20 Go de disque ou 20 Go pour la partition. Donc, l'OS, bon, vous pouvez déployer sur CentOS ou Red Hat, pardon, Fedora ou Ubuntu. Donc, les gens qui ont l'habitude de travailler Ubuntu, ils peuvent utiliser Ubuntu. Les gens qui utilisent Fedora ou CentOS, CentOS. Donc, cela, on va faire un autre vidéo spécial. Donc, le troisième chapitre, le quatrième chapitre que je vais en parler, et ça va un peu euh, résumer le besoin du DevOps et sa relation avec le container et Kubernetes, puisque le DevOps, c'est une technologie qui est utilisée pas seulement dans le container et Kubernetes. Je peux utiliser DevOps pour les applications classiques et tout, mais pour une utilisation plus générale, c'est pour dans le cas du cloud. Donc, si on va résumer, c'est quoi le SRE? Donc, d'après une définition de Google, puisque c'est là-bas qu'ils ont créé ces outils, c'est un état d'esprit et un ensemble de pratiques. C'est-à-dire un état d'esprit, c'est-à-dire pas que quelque chose de technique, c'est quelque chose de émotionnel, relationnel. Et un ensemble de pratiques d'ingénierie visant à exécuter des systèmes de production fiables. C'est quoi? C'est ça l'ingénierie de fiabilité du site ou le site reliability engineer. Et ça, c'est à base de DevOps. Et c'est technologie. Donc, c'est un état relationnel entre les équipes, puisque ça, c'est pas une personne qui travaille, le DevOps. Beaucoup d'équipes, beaucoup de gens qui doivent être au même niveau de compétence et de mentalité et de collaboration pour bien exécuter ces tâches. Donc, si on va comprendre c'est quoi le DevOps, ça se compose de deux mots, développement, et Ops, operation. Donc, ils vont jusqu'à le passé, on a toujours la notion de deux équipes.
les équipes de développement et les équipes opérations. Donc, les équipes de développement, ils demandent à l'équipe des opérations toujours de les préparer des environnements pour faire leur développement. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de jumeler les deux équipes en une seule équipe. Donc, le développement et le développeur, il peut comprendre les opérations. Les opérations, il peut comprendre le développement. Et les deux, ils utilisent des méthodologies et des méthodes pour faire un pipeline ou un process complet de bout en bout pour exécuter, coder, opérer, modifier, déployer, monitorer et planifier un projet informatique. D'accord? Il utilise des outils, mais la méthode, c'est ça. Donc, on commence par euh, c'est une boucle. Donc, on commence par planifier, design, pré-coder. On va coder le plan, notre plan. On va faire une build, une version initiale. On va la tester. On va faire une version release. On va la déployer. On va le gérer, opérer. On va le monitorer. Après, on va continuer toujours la boucle. On va pas s'arrêter ici. Donc, pour continuer les autres versions et les modifications. Et ça, c'est le process de développement. Et ça, en utilisant des méthodes avancées qu'on voit ici, le cloud et les outils d'orchestration et les outils de GitOps. Tous ces outils, à la fin, pour déployer mes plateformes. On va Kubernetes. Maintenant, les principes de DevOps. Euh, le premier principe, euh, c'est de, c'est de faire arrêter la barrière qui existait entre les équipes de développement et les équipes d'opération. Moi, je suis quelqu'un qui venait de monde d'opération. Maintenant, je suis en train de lire le développement et je suis en train de me converger depuis l'opération et l'infrastructure vers le développement. Et en même temps, vous, les étudiants, là, les futurs ingénieurs, que vous êtes en train de faire le développement, vous devez comprendre c'est quoi l'opération. Et vous devez migrer vos compétences vers aussi l'opération en utilisant le DevOps. Et pour cela, il faut utiliser des outils d'automatisation. On n'utilise plus les méthodes classiques manuelles que vous utilisez. Maintenant, il faut utiliser des méthodes d'automation. Pour faire le développement, je dis bien le développement, donc vous l'utilisez souvent avec GitOps, GitHub, GitLab et tout, et le déploiement. Donc le développement, après le déploiement. Puisque jusqu'à présent, quand vous déployez vos applications, vous utilisez la méthode classique qu'on a été parlé au début. Déployer un serveur, installer l'OS, mettre les patchs, configurer les comptes, configurer le stockage, configurer le réseau. Ça va être, tout ça, ça va être programmé. Et pour dire programmé, automatisé. Et ça va résoudre beaucoup de problèmes et accélérer le cycle de développement et de déploiement. Il y a l'autre principe très important qu'on va parler plus tard, que vous avez l'habitude d'entendre, c'est le CI/CD, le Continuous Integration and le Continuous Delivery. Si je vais résumer le Continuous Integration, c'est le développement continu, c'est-à-dire le développeur que tu es en train de développer, tu vas utiliser une méthode, des outils de CI, de Continuous, pour que ton code va être automatiquement mis à jour avec des nouvelles versions et de nouvelles options et tout. Et Continuous Delivery, un déploiement automatique en utilisant des outils qu'on va parler après pour déployer nos applications sur Kubernetes, sur Cloud, sur n'importe quelle plateforme, de façon automatisée. Bien sûr, avec deux choses, continuous improvement, c'est-à-dire les mises à jour, les rollbacks et les upgrades, ça va être automatisé dans ce process. Et après, il y a le monitoring, le management, il y a des outils de monitoring. Il faut avoir un monitor continu de ces plateformes
avec un feedback. C'est-à-dire, en utilisant le monitoring et les feedbacks, on peut déployer des nouvelles versions et des options, et comme ça, la boucle de DevOps. Pour utiliser tout ça, on utilise l'agility. Donc, l'agility, donc, c'est une nouvelle méthode de développement créée dans les années 2000 pour euh, équiper les équipes de développement avec des outils modernes qui peuvent répondre aux besoins de business et accélèrent le cycle de développement des applications. On dit toujours que agile, c'est-à-dire à quelque chose qui répond à des normes et des méthodes modernes pour que le projet s'exécute d'une façon avec itération, rapidité, correction, intégration, monitoring, et pas avec la méthode classique, commencer un projet avec l'étape 1 jusqu'à qu'elle termine avec l'étape 2. Si l'étape 2 se bloque, les autres étapes ne démarrent pas, après machin et tout. Donc, l'agility, c'est une nouvelle forme de développement. Cette agility, elle s'intègre avec le, donc, le DevOps pour former Agile Développement. C'est-à-dire, je vais utiliser le Agility, les stages pour mon équipe de développement purement, pour les équipes qui suivent le développement du projet. On va utiliser les backlogs, les stages et tout, le process, l'itération. À partir de ça, on va faire le continuous integration, c'est-à-dire créer mon code dev, faire des commits vers le répertoire, le repository, et toujours créer le cycle suivre le cycle de développement. Et avec des feedbacks, on peut revenir à l'agility pour améliorer ce code. En parallèle, le delivery. Donc, je vais intégrer le delivery pour déployer mes applications sur mes plateformes. En tout ça, on va ajouter le test. C'est pour le test que le développement et le déploiement se communiquent sur des plateformes de test. C'est ça l'agilité avec DevOps. Donc, si on va faire une différence entre DevOps et GitOps, le GitOps, en général, c'est tout ce qui est Git. Le protocole Git que vous avez l'habitude d'utiliser pour stocker vos codes. Donc GitLab ou la GitHub ou sur votre machine locale et tout. Par contre, le DevOps, c'est plus que il utilise le GitOps, mais avec des méthodes avancées et automation. Et il va intégrer le développement, le GitOps, et le déploiement. Pour cela, on utilise les outils GitOps, les outils DevOps de CI/CD. On les appelle les outils de gestion de configuration. Maintenant, jusqu'à présent, peut-être vous utilisez les méthodes classiques pour pusher vos codes sources dans le GitLab en utilisant le Git push et tout. Par contre, il y a des outils automatisés pour cela. Il y a par exemple Jenkins qui est le leader, il y a Tekton. Donc, c'est des outils qui vont t'aider à automatiser les opérations que vous utilisez
gérer vos codes. Après, il y a les outils de distribution continue, c'est-à-dire de déploiement. Il y a Argo CD et Flux. Donc, pour un projet de déploiement et de développement, donc en utilisant le GitOps, il va nous aider à accélérer le déploiement et réduire beaucoup les erreurs, mais aussi de distribuer les opérations entre les équipes de façon automatisée. Donc, après, il y a des outils qui vont aider à automatiser mes déploiements. Comme mes déploiements. Donc, tout à l'heure, on disait automatiser le développement et aussi automatiser le déploiement. Donc, il y a une façon, de telle façon, je vais automatiser mes déploiements sans que j'intervienne. Il y a si j'ai par exemple des 3 clusters, production, staging et test, je vais mettre mon déploiement dans un Helm, une charte, c'est-à-dire un fichier configuré. Je vais dire, OK, déployer cette version sur la production, déployer cette version sur le staging, déployer cette version sur le test. Donc, à l'époque où la méthode classique qu'on utilise, donc pour faire comprendre, j'utilise Keep Control. Keep Control qu'on a utilisé dans Kubernetes tout à l'heure pour faire mes déploiements. Keep Apply, si vous vous souvenez, Keep Apply. Après, je mets le fichier de configuration de mon déploiement. Je vais déployer mon application. Ça, c'est la méthode manuelle. Par contre, avec le DevOps, je vais créer des packages, une charte. Je vais dire à Helm, OK, déployer mon application à travers ce package. Après, je peux distribuer mon package. Je vais le mettre sur le GitHub, GitLab. Après, je vais donner à mon client pour les déployer lui-même, c'est-à-dire de façon automatique. Après, je peux revenir si je vais sortir une autre version, je vais mettre aussi à jour le package et ne pas chaque fois revenir à Keep Control et le fichier de configuration et changer et tout. Donc, automatiser les déploiements sur Kubernetes. C'est ça le but à la fin. Donc, pour le faire, si je vais créer un déploiement, il faut créer ce qu'on appelle un pipeline. Ce pipeline, dans ce pipeline, par exemple, si je vais créer une application, je crée mon squelette, c'est-à-dire le fichier de cette application. Qu'est-ce qu'il contient, ce squelette? Il contient, on va dire, aux bases, les 3 services, les 3 euh, euh, fichiers qu'on va essayer, deployment. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a créé un déploiement dans le cours de Kubernetes. Après, on a créé un service pour accéder au pod. Et en plus, il y a le ingress. Ça, c'est un point d'accès à mon service, par exemple. Donc, je vais créer ma charte. C'est qu'on on l'appelle manifeste. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer sur mon Git. Et l'opérateur, il va le déployer à partir du Git. Ici, on parle du déploiement. On ne parle pas du développement. Ici, c'est le déploiement. C'est-à-dire les ressources, les services, la consommation, tout ça. Après le déploiement, il y a l'image. L'image, elle vient d'où? Je l'ai créée dans le développement. Dans le développement, j'ai créé l'image. L'image, elle contient quoi? Elle contient mes codes sources. Donc, Docker,
j'ai créé l'image, Dockerfile, je vais créer les codes sources, je vais les copier, je vais mettre les images sur le cloud, le container. Après, dans le déploiement, je vais dire, OK, déploie-moi cette application, elle contient l'image Docker de base de données, l'image web, l'image ça, avec les services web, services base de données et tout. Ça, c'est le minimum, avec le contrôleur ingress pour accéder à l'application. Il y a d'autres choses dans Kubernetes qu'on n'a pas encore parlé. Mais pour le moment, c'est ça. Et je vais le mettre dans le Git. Après, l'opérateur, il va le déployer. Donc, chaque fois que je mets à jour le fichier Git, automatiquement, il déploie depuis ce Git. Donc, le CI/CD, le CD, c'est le Continuous Delivery. C'est-à-dire, c'est pas manuel avec le Keep Control, mais avec le GitOps. Donc, le GitOps, il a beaucoup de caractéristiques. Comment il fonctionne? C'est-à-dire, au lieu que plusieurs gens ou plusieurs administrateurs qui utilisent le Keep Control pour intervenir, je vais avoir mon Git as single source of truth pour les variables de mon cluster, de mon déploiement. À travers ça, si j'ai une synchronisation, une modification, je vais automatiquement la pusher depuis mon GitLab ou mon GitHub vers mon cluster. Toujours, on est en train de parler de déploiement et pas de développement ici. C'est-à-dire comment automatiser le déploiement. Pas avec Keep Control, en Docker et tout. Automatiser toutes ces tâches dans un process GitOps. Par exemple. Donc, il y a deux façons. Soit avec impératif command, c'est-à-dire, supposons, je vais créer mon application, Keep Control Create, je vais créer déploiement, je l'appelle Nginx, l'image que j'ai créée avec mon code, réplica, et pour. Ça, c'est la méthode impérative, on l'appelle impérative. Je vais créer un autre service. Donc, je vais expose déploiement qu'on a créé tout à l'heure, Nginx. Type load balancer. Donc, on a parlé tout à l'heure du type de load balancer, node P, cluster IP, le port, le target port et le name service. C'est-à-dire, je vais dire le name service ici. C'est-à-dire le name service que je vais créer. Ça, c'est. Par contre, il y a une autre, la déclaration approche en utilisant les fichiers de configuration YAML. J'ai deux fichiers, le fichier déploiement et le fichier service. Ici, le fichier déploiement, il contient le déploiement, les réplicas 5, donc comme ici 5. On a créé un label, on l'appelle un Nginx deploy. Au container Nginx, donc l'image Nginx comme ici, Nginx latest, le name, le port. Après, depuis cela, je vais créer le service pour accéder à ce déploiement. Donc, je vais créer un service. Donc, j'ai des match label deployment, c'est-à-dire en utilisant Nginx deployment, voilà, label, c'est celui-là. Le nom du service Nginx service, il faut utiliser le port 80 pour TCP et le target port, il faut exposer sur le port en utilisant les types de load balancer. Donc ça, c'est déclaratif. Si fichier déclaratif, donc au lieu de faire k-apply-f, comme on a utilisé tout à l'heure, on va utiliser le CI/CD ou le Continuous Delivery avec un outil. Donc, je vais créer, en général, il y a ce qu'on appelle indesired state, c'est-à-dire l'état de mon application. Avec cette desired state, je vais créer mes fichiers, déploiement,
service, ingress, config map, ok, etc. Qu'on voit ici, des petits exemples. Après, cette, cette configuration, elle va être appliquée à mon cluster à travers, par exemple, ici, je veux une desired state avec le fichier avec un réplica de 5 et automatiquement mon outil va appliquer cette configuration à mon cluster. Si un problème, regardez, si un problème, si un intervient, un utilisateur, il va dire kubectl scal deploy, il va donner 3. Il va changer les réplicas de 5 à 3. Puisqu'au début, les réplicas qu'il a utilisés pour deployer, c'est 5. Donc, il a forcé 3. Qu'est-ce qu'il fait, mon outil? Il va comprendre qu'il y avait ce qu'on appelle un state drift, c'est-à-dire un changement de state, euh, différent de desired state. Quand il va détecter ça, quand il va détecter qu'il y a un changement qui a été intervenu sur mon state, il va automatiquement faire ce qu'on appelle un réconciliation. Il va forcer le déploiement, cette application, à entrer en état. Pourquoi on dit ça? Puisque parfois, vous êtes dans des cas où des milliers de pods qui tournent. S'il y a une mauvaise configuration parfois, et on ne sait pas comment ça a changé, on ne peut pas la tracer. Vous voyez, dans le microservice, ce n'est pas une application avec un serveur, c'est des milliers de peut-être de containers. Donc ça, c'est important, ces informations. Ici, si il y a des changements qui n'ont pas été déclarés, pas comme ici, ça peut être créer des problèmes après sur ma plateforme. Donc c'est important, ces outils, et si besoin, ont été apparus avec le temps. Donc, il fait le feedback loop. Donc, chaque fois, il compare, il fait le monitoring. Parfois, même les ingénieurs qui sont en train de faire le monitoring, ils vont remarquer ces changements d'état. Il y avait 5, après 3, après 5, donc il détecte qu'il y avait le process. Il est automatique. Donc, c'est en résine. Donc, il y a la déclarative, mon fichier de déclarative, mon fichier YAML et les deux déclaratives ici. Donc, ce fichier va être utilisé par le GitHub et d'une version et immutable. Donc, il n'y a personne qui va le changer sans autorisation. Et même s'il y a un changement, il va être tracé. Donc, c'est pas comme KubeControl ici. Si quelqu'un a les privilèges, il peut changer et après, c'est pas évident de trouver qu'il a changé. Par contre, ici, c'est tracé. Toutes les configurations sont stockées dans le GitOps et avec une versionning et immutabilité. Après, c'est automatique. Je vais créer mon déploiement pour le dev, mon déploiement pour le staging, mon déploiement pour le prod. Et ça va me faciliter. Par exemple, si je vais dire que le prod va tourner avec 5 réplicas et avec l'image Nginx dev, ça va toujours exécuter avec 3 réplicas avec l'image dev. Si je vais dire le staging avec une réplica et l'image staging, c'est aussi, et le prod aussi. Et c'est ça qui va me permettre de suivre mes déploiements. Si j'ai des centaines de déploiements, je ne peux pas être toujours aller sur le kubectl, ligne commande pour suivre. Mais depuis mon GitLab ou la GitHub, et qui vont suivre mes déploiements. Après,
s'il y a un problème, si c'est là qu'il y a la réconciliation continue. Donc, si on va dire observer, s'il trouve un drift ou un changement différent de ma configuration, il va la corriger automatiquement. Donc, pour le faire, il y a un outil qui s'appelle Argo CD. Argo CD, c'est un outil de déploiement continu pour Kubernetes avec des ressources définies dans un guide des repositories. Il fait le monitor continu ou des applications et comparer l'état des 6 applications actuelles avec tout ce qui a été configuré dans le desired state. Il fait des reporting, les déviations ou les changements non déclarés qui va être helper les développeurs et les administrateurs pour automatiquement suivre les states. Donc, il peut être utilisé à travers le fichier YAML ou avec Helm. C'est pour ça qu'on a parlé de Helm tout à l'heure. Après, on va vous montrer à lab comment utiliser Git Argo CD avec YAML, c'est-à-dire la méthode classique de Kubernetes, ou avec Helm chart. Mais à la fin, c'est pour déployer automatiquement sur cluster. Je vais avoir quelqu'un qui va déployer mes applications. Chose qui n'a pas été possible avant dans les architectures classiques. Donc ça, c'est à peu près l'interface de Argo CD. Après, déployer Argo CD sur votre cluster Kubernetes. Vous pouvez créer votre application depuis ici. Il y a des paramètres à donner, le nom de l'application, d'autres paramètres. Bon, j'ai pas aussi ici le get. Ici, deuxième slide, normalement, il va me donner le chemin, le GitLab, le compte et le chemin du Git, c'est-à-dire le code de l'application. Après, il va me montrer comment cette application elle est déployée. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, il y a deux types de déploiement d'applications. Donc, il y a le push, il y a le pull. Euh, à la différence entre le push et le pull, donc le push, c'est-à-dire depuis le cluster, depuis le source, je vais envoyer au cluster, et l'autre, c'est depuis le cluster, on va aux sources. On va pas entrer beaucoup dans le détail ici. Juste pour vous montrer une autre comparaison. Les gens qui ont l'habitude de travailler avec Cloud Azure ou la Cloud AWS, vous avez l'habitude de travailler avec deux outils, ou la Red Hat, Terraform et Ansible. On les appelle les IAC, Infrastructure as Code. Donc, dans les environnements cloud ou les classiques Red Hat ou tout, Linux, Ansible, il utilise ce qu'on appelle le Configuration as Code, et l'autre, c'est Infrastructure as Code. C'est-à-dire, si j'ai une infrastructure sur Azure ou AWS, je vais faire un fichier de configuration. Je vais le mettre sur le Git. Et si j'ai par exemple une configuration Ansible pour mes serveurs Red Hat ou Linux et tout, je vais le configurer. Donc, c'est ça l'infrastructure as code. C'est-à-dire l'idée qui a été dans le cloud et l'infrastructure physique classique, elle a été utilisée par CI/CD pour déployer dans les clusters Kubernetes. Donc, c'est EIC, IC et ici c'est ICD. C'est presque la même chose. À la fin, les taux, on peut les mettre dans les Git. Donc, soit
les fichiers de configuration Terraform, soit les fichiers de configuration Ansible, et soit les fichiers de configuration de Argo CD. Si on peut faire une petite comparaison entre les trois, si la différence principale, c'est que avec Terraform et les outils de cloud, on provisionne et on manage l'infrastructure. C'est-à-dire avec Terraform, vous pouvez déployer une infrastructure complète sur Cloud, Azure ou AWS ou Google. Par contre, avec les configurations as code, comme Ansible ou la Puppet ou la Chef, vous avez déjà une infrastructure déployée et vous voulez la manager ou la gérer. D'accord? Donc, c'est presque la même chose, mais avec une différence. Donc, le DevOps, avec le temps, il s'est développé avec le DevSecurityOps, le DevSecOps. Puisque tout ça, il a introduit d'autres périmètres de sécurité qui n'étaient pas qui n'étaient pas définis auparavant. Donc, l'aspect sécurité, il est euh, entré dans le DevOps aussi. Donc, le process classique de DevOps, il a été modifié en ajoutant la sécurité boundary dans chaque phase. Chaque phase, il y a une check, un security check. Donc, le DevOps, il devient pas seulement développement operation, il devient développement operation testing et sécurité. Donc maintenant, chaque version du code, elle va passer par des scanners de sécurité. Chaque déploiement, il y a des méthodes avancées. Donc ça, c'est pour cette nouvelle tendance que les ingénieurs de sécurité, ils doivent aussi connaître, entrer avec les ingénieurs de DevOps. Donc la sécurité, le développement et les operations. Ils deviennent DevSecOps. Un mot sur le continuous integration, c'est-à-dire, c'est pour dire que je peux utiliser Jenkins. Tout à l'heure, on a parlé de Argo CD comme CD. Maintenant, pour mon code, le développeur, avant que je déploie mon application, je dois que mon code, il va être déployé ou la développé et maintenu. Donc jusqu'à présent, vous avez l'habitude de faire le push et le pull, le commit manuellement. Et si plusieurs équipes sont en train de travailler, il faut créer ce qu'on appelle des branches, des versions. Il y a des outils qui s'appellent le CIE, le Continuous Integration, comme Jenkins, qui peuvent vous aider à faire tout ça de façon automatique. Tout à l'heure, on parlait de continuous déploiement, on a montré comment la configuration, et maintenant, c'est l'intégration. On va pas trop détailler sur ça, mais on va pas en arriver dans des labs prochainement, Inch'Allah. Donc, à la fin, pourquoi tout ça? À gauche, je vais vous montrer deux choses. Vous avez deux schémas, deux repos en réalité. Vous avez le app repo, l'application, et vous avez le config ou le manifeste repo. Le app repo, elle est utilisée par le développeur, vous-même, les étudiants qui sont en train de développer. Donc, comment, et ça, c'est le CI. Cette phase, c'est le CI, le Continuous Integration. Je vais déployer mon code, je vais créer mon code. Comment je vais le mettre en image?
Donc, je vais l'envoyer à GitLab ou à GitHub pour faire le build. Donc, je dis, le code, il est sur mon code. Je vais le builder l'image. D'accord? C'est tout ça. Rappelez-vous de Docker build. C'est ça. Il faut le passer par ça. Donc, on est passé de Docker à Kubernetes à DevOps. Mais Docker build, il est toujours là. Il faut builder votre image. Il faut passer par des étapes. App build, code analyse, test, integration test, security scanning. Une fois mon image est ready, je vais le pusher vers le registry Docker. Vous vous souvenez, Docker push. OK. Allez dans mon Docker. Ça, c'est la version. Maintenant, l'opération, en utilisant Argo CD et le code source qu'on a parlé tout à l'heure, il va créer le manifeste. Le manifeste, c'est cette image, comment être déployée, les pods, les répliques, cassettes, les services, les configs, tout. Il va les créer, il va le pusher sur le deuxième. Donc, toujours, je vais avoir deux repositories. Un pour l'application et un pour le manifeste. Après, je vais dire à mon Argo CD, vous avez tout. Vous avez le manifeste, c'est-à-dire la feuille de route pour déployer mon application. Vous avez l'image. Fais ton travail. Déploie-moi l'application sur le dev. Déploie-moi l'application sur le test. Et déploie-moi l'application sur le prod. Et tout ça de façon centralisée, automatique. Et tout ça dans un cycle continu. Si les développeurs vont générer d'autres images, ils vont le pusher. Argo CD va le détecter. En suivant le manifeste, il va le déployer au dev, au test, au prod. Et tout ça d'une façon continue et automatisée. C'est ça le CI. Donc le CI, c'est le vert, la codification de l'application. CD, le delivery, le déploiement d'une façon synchronisée automatique. Et c'est ça le DevOps sur Kubernetes. À la fin, on est en train de déployer sur Kubernetes, au cloud, mon data center, sur mon laptop, là où je veux. C'est ça le résumé de tout cette webinaire. Et c'est ça le besoin. Donc, pour faire comprendre tout ça, il faut comprendre la base. C'est les containers, c'est Linux, c'est Kubernetes. À droite, c'est un peu compliqué, mais c'est ça le détail. Donc, il y a trois phases de DevOps, donc plan, développement, build, test et release. Donc, si on va dire de façon formelle dans une entreprise, donc le product qui va initier ce projet, il va créer un story. Pour story, c'est dans Agile. Ce story va être transformé en mode Jira. Jira, c'est un outil de Agile pour créer des projets. Donc, cette story va être partagée avec les développeurs qui vont faire le commit de leur code une fois développé sur GitHub, celui-là, après pour la première version. Ce GitHub, le code, va passer à travers des outils de CI. Regardez, de CI, Continuous Integration, pour créer l'image, ici, l'image, donc store build to, c'est ça, l'outil de CI. Il y a l'outil le plus principal, c'est Jenkins, ou les autres outils, mais possible aussi d'utiliser les commandes manuelles pour à la fin, et en même temps, faire du feedback aux développeurs, c'est ça, agile, et les développeurs, ils vont continuer à voir
en cas de problème. Donc, il va déployer donc, sur un dev, je dis bien un dev ou un cloud, un environnement de dev. Donc, une fois créé la version dev, ils vont commencer à créer ce qu'on appelle les futures. Le futures, il y a le KA et l'IAT. Bon, les gens qui font les développements, ils vont comprendre c'est quoi. Ils vont créer les versions de KA et IAT. Et ces versions vont être testées dans des environnements de dev. À la fin, une fois tout ça est testé, ils vont envoyer à un prod, un développement. Pardon, environnement de développement, Docker ou Cloud ou Kubernetes. Donc, une fois l'application release fait, il y a ce qu'on appelle le monitoring. Et ça, c'est le rôle de l'ingénieur SRE. Regardez. Donc, l'ingénieur SRE, il va utiliser Docker, les outils qui sont avec le cluster Kubernetes ou Docker pour monitorer, alerter, escaler. Et ça revient. Donc, ça, c'est le code de développement, hein. Il n'y a pas aussi la partie déploiement, puisqu'il a abrévié, il disait toujours déployer, donc deploy futures. Mais à la fin, il utilise cette méthode, ou la méthode manuelle. Mais dans le déploiement, les gens qui vont travailler plus tard dans les entreprises, ils vont utiliser ce process. Donc le test, le QA, l'IAT, après le prod. Avec l'ingénieur SRE qui est en train de monitorer et voir tout l'application et les déploiements, les alertes, les logs et travailler avec les équipes pour corriger. Donc, le site ingénieur, il y a les compétences nécessaires, le SRE ingénieur, pour monitorer l'infrastructure sur laquelle mes applications tournent et l'infrastructure. Maintenant, c'est Kubernetes, c'est Docker, c'est Cloud. Et voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Et il nous reste un deuxième webinaire. Je vais essayer de le préparer pour le futur, qui s'appelle Kubernetes Part 2 et qui a des configurations avancées d'un cluster Kubernetes. J'espère qu'on pourra le temps de le voir prochainement, Inch'Allah. Donc, j'espère que ces détails ont été bénéfiques et pour vous comprendre le path que vous devez emprunter pour arriver à ce stage. Je répète, Linux, Docker, Kubernetes, DevOps. Comprendre tout ça, ça va être l'outil pour arriver à ce schéma. Alors, je vous remercie pour votre attentif. Donc, il nous reste le lab pour déployer Kubernetes et Docker dans la prochaine session, Inch'Allah. Et au revoir et salam alaikum.